Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la perte de mon précédent projet professionnel et de la passion viscérale qui l'accompagnait. Il va être question de métier passion, de surmenage et de la place du travail dans nos vies. Je pense que ça va être l'épisode le plus introspectif à date, mais spoiler, je vous le dis tout de suite, ça finit bien. En 2015, alors que je suis en seconde, je me prends de passion pour l'agriculture et la biologie végétale. 3 ans plus tard, en 2017, je démarre mon cursus en école d'ingénieur agronome. C'est le début d'une période de 5 ans pendant laquelle mes études, mon travail, occuperont une place considérable dans mon quotidien et dans mon système de valeurs. J'avais trouvé ma vocation et ma motivation s'est accrue au fur et à mesure que mon projet professionnel s'est précisé. Je serai chercheur en génétique des plantes. À la rentrée 2021, je commence ma spécialisation de 5e et dernière année en cycle ingénieur avant de démarrer une thèse. C'est la spécialisation parfaite compte tenu de mon projet professionnel. Le premier semestre se déroule en classe et c'est le meilleur semestre de toute ma scolarité en termes de plaisir d'apprendre comme en termes de classement car je suis ni majeur. Sans surprise, c'est également une période de travail intense, ce qui catalyse la séparation avec ma copine de l'époque, qui était inévitable par ailleurs. La passion professionnelle brûle au plus fort quand ce semestre se termine. Là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur le terme passion. À quoi est-ce que ça correspond au juste la passion dans un contexte professionnel ? Plusieurs conceptualisations existent dans la littérature scientifique en psychologie. Pour le moment, on va s'arrêter sur la plus simple, c'est-à-dire la passion dite générale, qui prend source dans des théories développées par Vroom, Porter et Lawlers et Eason. Dans ce cas, on parle tout simplement du degré auquel quelqu'un aime son travail. Concrètement, Pollack et ses collègues rapportaient en 2020 que les chercheurs utilisent dans leur questionnaire des items comme « j'aime mon travail »,« j'aime travailler dur » ou encore « quand je ne suis pas au travail, j'ai hâte d'y retourner ». À l'époque, j'aurais répondu que je suis tout à fait d'accord avec ces 3 items. Il n'y avait rien de plus important que ce projet professionnel dans ma vie, car c'était de loin ma première source d'accomplissement. Donc revenons maintenant à ma 5e année en cycle ingénieur. Pour mon stage de dernier semestre, je souhaite enfin retourner travailler aux États-Unis après que le Covid m'en ait empêché 2 ans plus tôt. Malheureusement, je ne trouve pas chaussure à mon pied en termes de sujet de recherche et les contraintes financières et administratives sont très défavorables. Alors j'accepte un stage dans une équipe de recherche française. Le sujet me passionne pas énormément à prime abord, mais il est novateur, donc intéressant. La réputation de l'équipe est très bonne et il y a une thèse à la clé, alors j'y vais sans inquiétude. Ça part sur les chapeaux de roue. Comme à mon habitude, je me mets la pression et la culture du centre de recherche l'entretient. Mes collègues travaillent beaucoup, répondent aux mails la nuit, le week-end, quittent le travail tard, etc. C'est un secteur de passionnés acharnés. Alors naturellement et sans malveillance, mes encadrants ne m'invitent pas à modérer mes efforts. Donc je travaille d'arrache-pied, je bosse souvent après avoir quitté le travail en semaine et le week-end, et il m'est même arrivé de me lever la nuit pour débugger et relancer des analyses. J'aurais pu en faire moins, mais mon sujet de recherche était large, donc le travail ne manquait pas. Au quotidien, je suis relativement peu accompagné dans mes recherches, en dehors des quelques réunions avec les parties prenantes concernant mon projet. Et malheureusement, ces réunions sont toujours des douches froides, car elles se focalisent sur ce qui n'est pas assez bien, ou sur ce qui manque dans mes recherches. Étant donné mon engagement quasi total, cette prépondérance du négatif dans le feedback qu'on me fait, bien que partant d'une bonne intention, me laisse souvent démoralisé. Autre point important, je suis isolé socialement, en dehors du travail. Pas de proches dans le coin, juste moi, le travail et quelques avions de ligne qui passent au-dessus de ma tête pour me rappeler que je ne suis pas aux États-Unis comme je l'aurais souhaité. Pendant 5 mois, je maintiens le cap et j'obtiens le financement de l'école doctorale pour la thèse. Je persévère car mon chemin jusque-là m'a appris que ça finit par payer grâce à la passion. Je persévère et je me mens à moi-même car je n'ai pas encore le courage de voir ce qu'il se passe. Je rencontre mon ex à ce moment-là, fin juillet 2022, et elle m'offre une perspective extérieure sur ma situation. Je prends alors conscience émotionnellement, sans pour autant le comprendre rationnellement, que mon projet ne tient plus debout. Ce n'est pas seulement du surmenage, j'ai perdu la passion que j'avais pour mon secteur et pour le projet que j'ai bâti depuis des années. Je n'ai aucun plan B, je suis terrorisé, mais mon corps me dit stop.
J'ai dépassé une limite, je ne peux plus physiquement envisager de poursuivre ces travaux pendant 3 années supplémentaires. Alors j'annonce à mes encadrants que je ne m'y retrouve plus et que je ne pense pas rester en thèse. Ça les secoue, mais ils se montrent compréhensifs. 1 mois plus tard, je leur confirme ma décision et je me désiste auprès de l'école doctorale. En septembre 2022, je passe ma soutenance et mes études sont terminées. Je consulte un psychiatre qui me diagnostique une dépression et me met sous traitement. Je suis en profonde crise existentielle, rongé par l'angoisse et les regrets. J'ai perdu le sens de ma vie. Je ne me crois qualifié qu'à faire de la recherche et je crains d'être dans une situation professionnelle précaire maintenant que j'ai quitté le secteur. J'ai peur pour mon avenir. C'est la période la plus sombre de cette histoire. Alors faisons un aparté sur le mal-être psychologique au travail. Pour commencer, un petit rappel sur la dépression. D'après l'INSERM, elle peut entraîner une diversité de symptômes, mais son diagnostic repose sur des critères précis. Parmi eux, on retrouve notamment des sentiments de tristesse et d'angoisse quasi permanents, une perte de l'estime de soi, un pessimisme majeur, ou encore, je cite, le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Toujours selon l'INSERM, 20% de la population connaît au moins une fois cette maladie au cours de sa vie. Ensuite, il faut bien noter que la dépression et le burn-out sont des pathologies différentes. L'Institut de veille sanitaire expliquait en 2015 que leurs symptômes sont proches, mais que le burn-out a pour spécificité le lien avec le travail, ou encore que le burn-out peut s'aggraver en dépression. En France, le mal-être psychologique au travail est un problème de santé publique important. À nouveau, d'après l'Institut de veille sanitaire, seulement sur l'année 2012, 1,5 million de salariés français étaient en situation de souffrance psychique liée au travail, dont plus de 30 000 en burn-out. Et d'après une étude de 2014 menée par le cabinet Technologia, 3,2 millions d'employés français présenteraient un risque de burn-out, soit près de 13% de la population active occupée. Plus tôt, je vous disais que je n'ai pas compris ma perte de passion quand elle m'est apparue. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à trouver une explication qui me satisfasse complètement quant à ce désamour pour mon secteur d'activité. C'est quand même fou de perdre aussi brutalement et résolument un plan de carrière qui m'animait plus que tout depuis des années. Mais je pense que ça s'explique par une convergence de plusieurs facteurs. D'abord, ce stage m'a montré un autre visage de la recherche en France. Une grande charge de travail, bon, ça je le savais, relativement peu de valorisation par mes pairs, le spectre de la précarité salariale jusqu'à ce qu'un poste permanent soit décroché sous un délai très incertain, et des perspectives modestes en termes de salaire au vu de l'engagement requis. Ensuite, pour ce qui est de la passion pour la biologie végétale et la génétique, c'est plus difficile à expliquer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je ne peux que constater que la passion n'est pas revenue et que les sujets qui me parlaient à l'époque ne m'intéressent plus, voire me repoussent. Avant ce déraillement, mon ancien domaine était source d'accomplissement par le travail, de prestige et d'un avenir dont j'avais hâte. Et je pense que ma dernière expérience a cassé cette machine, cette boucle de rétroaction positive. J'ai continué à l'alimenter abondamment pendant le stage, comme à mon habitude, mais cette fois, j'en sortais plus malheureux. La boucle de rétroaction devenue négative s'est emballée, à tel point qu'au-delà de faire une dépression, il semble que j'ai été durablement dégoûté par ces sujets de recherche. En faisant ma revue bibliographique pour ce podcast, j'ai découvert un phénomène psychologique qui pourrait expliquer un peu mieux le fait que cette machine se soit cassée. Mais pour vous le présenter, il faut qu'on fasse un rappel sur la théorie de l'autodétermination que j'avais présentée dans l'épisode sur la musculation et l'apparence. Donc, en bref, d'après cette théorie proposée par Deci et Ryan en 2000, une motivation est extrinsèque lorsqu'elle prend source dans des objectifs externes à la personne en question, tels que la validation d'autrui ou l'obtention d'un salaire pour subvenir à ses besoins. Et une motivation est intrinsèque lorsqu'elle provient de l'individu lui-même, qui poursuit l'objet de cette motivation purement par goût personnel. Le phénomène que je voulais évoquer fait appel à ces 2 notions. Il s'appelle l'effet de surjustification et il a été étudié entre autres par Tang et Hall dans une méta-analyse de 1995. Le principe est le suivant, la motivation intrinsèque concernant une activité peut être amenuie lorsqu'une motivation extrinsèque est introduite concernant cette même activité. En d'autres mots, si initialement on jouait à un jeu ou on pratiquait un sport uniquement pour le plaisir, mais que cette activité est devenue par exemple notre métier, alors la recherche montre qu'il est possible qu'on connaisse une baisse de notre motivation intrinsèque initiale.
comme si on avait contaminé notre goût pour cette activité avec des considérations extrinsèques qui nuiraient au plaisir pur qu'on connaissait initialement. Je pense que dans mon cas, il est assez clair que les motivations extrinsèques avaient progressivement, pendant ce stage, pris le dessus sur mes motivations intrinsèques. Notamment, je ressentais beaucoup d'attentes me concernant, et je pense que ça a contribué à faire disparaître mes motivations initiales. C'est-à-dire que je faisais ça pour le kiff, à la base. J'étais passionné, au sens le plus commun du terme. Et ça m'amène à la seconde et dernière conceptualisation de la passion professionnelle dont je voulais vous parler. Plus tôt, on a vu la passion générale, mais pour être plus précis et prendre en compte la nature des motivations qui sous-tendent la passion, il faut faire appel au modèle dit dualiste, formalisé par Vallerand et ses collègues en 2003. D'après cette conceptualisation, qui fait autorité dans la communauté scientifique aujourd'hui, il existe la passion harmonieuse, qui émane de motivations intrinsèques, et la passion obsessive, qui émane de motivations extrinsèques. Grâce à cette distinction, on peut porter un regard nuancé sur les métiers passion, et plus généralement sur la passion au travail. Communément, la passion au travail est recherchée, et on considère qu'elle est bénéfique, autant pour l'entreprise que pour l'employé. Et en effet, si on s'arrête au concept de motivation générale, une méta-analyse de Pollack et ses collègues datant de 2020 montre bien une association positive entre la passion générale et le bien-être ou la rémunération, par exemple. Mais avec le modèle dualiste, les chercheurs constatent que la passion obsessionnelle ne favorise pas la performance des employés et qu'elle est associée à des états de mal-être psychologique. Je pense que cette observation est importante. On peut être passionné, aimer son travail, mais cette passion n'est pas systématiquement une bonne chose. On fait parfois face à des motivations extrinsèques qui rendent notre rapport au travail malsain. Bon, retour en septembre 2022. Dès ma soutenance passée, je cherche du travail. Je recherche un métier qui m'en demandera moins. Et après l'isolement social que j'ai connu en stage, je veux vivre à Paris, là où une bonne partie de mes amis sont installés. Je postule d'abord pour des jobs non qualifiés, car dans mon angoisse, je me crois qualifié qu'à faire de la recherche. Puis je réalise que mon bagage me permet de faire de la data science, un domaine qui me conviendrait bien, a priori. Alors les choses s'enchaînent vite. Moins d'un mois après ma soutenance, je signe un CDI chez mon employeur actuel, une start-up sans lien avec la recherche ou la biologie. Ma prise de poste se passe bien, la culture d'entreprise est exceptionnellement saine, le salaire est bon, je déménage à Paris, l'angoisse aiguë disparaît. Ça va faire maintenant 2 ans que je suis data scientist dans cette même entreprise. Ma situation est confortable en termes de niveau de vie et d'équilibre pro-perso. Mon travail me convient bien, sans pour autant qu'il me passionne, cela dit. Il me donne moins en termes d'accomplissement que mes aventures passées dans la recherche, hormis le dernier stage bien entendu. D'un côté ça manque, cet accomplissement, ce prestige, et de l'autre peut-être que c'est une bonne chose que j'en sois sevré. Je fais mon travail honnêtement et j'essaie de multiplier les sources d'accomplissement avec mes proches, le sport, ce podcast, etc. D'ailleurs, l'augmentation de mon engagement dans la musculation, dont j'ai déjà parlé ici, a été en partie motivée par cette envie de m'accomplir par d'autres moyens. Mais pour être honnête, je dois dire qu'alors que mon métier passion a été si longtemps le sens premier de ma vie, il est dur aujourd'hui de ne pas me sentir incomplet. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je me garderais bien de tirer des conclusions générales, au-delà des résultats de recherche que j'ai partagés plus tôt, mais me concernant, j'ai beaucoup appris sur mon chemin. D'abord, je suis reconnaissant pour ma passion passée. Elle m'a porté sur toutes mes études et m'a permis de réaliser beaucoup de choses dont je suis encore fier aujourd'hui. Des collaborations internationales, une publication, bientôt j'espère une seconde publication et un brevet, etc. Pour autant, je ne regrette pas mon départ. Ma passion est bel et bien passée, et aujourd'hui, je suis beaucoup moins psychologiquement dépendant de mon travail, alors qu'avant, je vivais les hauts et les bas professionnels avec une grande intensité. Et surtout, le lien entre mon travail et la valeur que je m'accordais en tant que personne était très étroit. Aussi, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose sur moi pendant la préparation de cet épisode. Je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, mais je crois que j'ai tendance à m'engager très intensément et avec discipline dans les secteurs qui m'intéressent, autant en termes de temps que d'émotion. J'ai des disciplines alimentaires et sportives assez marquées. En termes de métier passion, je pense que vous avez compris le personnage.
Et même sur le plan romantique, c'est intense, par exemple. Ce trait de caractère a des avantages, curiosité, discipline, concentration, etc. Mais il implique aussi que je vive beaucoup de choses de manière intense, autrement dit que je sois sensible. Et avec un bagage pareil, mélanger passion et travail devient plus tentant, mais aussi plus dangereux, ce qui me semble assez cohérent avec mon histoire. Pour finir, j'ai bien l'intention de rester curieux, comme toujours, à l'affût des motivations intrinsèques et autres passions harmonieuses, mais maintenant mieux armé pour les accueillir sans me blesser. Voilà, cet épisode est terminé. C'est assez particulier de se confier publiquement à ce point. Donc maintenant, je vais faire une pause niveau introspection et on se retrouve dans un prochain épisode après ça. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine.